Bien. Donc Martine Assard de l'Institut Mines Télécom, donc avec qui était chef de projet, enfin va se présenter, Ozone Industrie, avec la production du document La maintenance des métiers d'avenir que je vous ai montré, que vous pouvez télécharger sur le site pôle-maintenance.fr ou sur le site Ozone l'Industrie. Et là, vous trouverez aussi ce même type de documents sur les métiers du big data, la supply chain et la production. Ouais, je vais en parler peut-être. Voilà. Bien, Martine, impeccable. À toi. Merci, merci Karim pour cette nouvelle invitation, parce que j'avais déjà eu le plaisir de venir à Innova en vrai et pas que à distance en 2017 pour justement les travaux sur le projet Osons l'industrie du futur. Donc c'est un grand plaisir de revenir ici. En plus, comme je suis alsacienne, ça me fait doublement plaisir de revenir ici. Alors, écoutez, déjà, je me présente. Donc, je suis Martine Assard. Je suis responsable de l'Observatoire des métiers de l'Institut Mines Télécom. Alors, l'Institut Mines Télécom, vous connaissez sûrement, c'est un réseau de 7 écoles d'ingénieurs, une école de management, une business school qui appartient également à notre réseau. Et nous sommes déployés, en fait, sur l'ensemble du territoire avec donc des écoles des mines et 2 écoles des télécoms. Voilà, alors j'ai une autre casquette dont a fait mention Karim. Effectivement, je suis aussi chef de projet. Donc, dans les projets que je gère et que j'ai eu à gérer, il y a le projet Osons l'industrie du futur, qui a été piloté par l'Alliance Industrie du futur et qui a rassemblé différents différents partenaires, dont une autre école d'ingénieurs qui est l'ENSAM. Il y avait également l'ONICEP et l'UIMM. Et ce projet avait en fait pour objectif de rendre les métiers de l'industrie plus attractifs, parce qu'effectivement, c'est ce que je vous montrerai un petit peu plus tard dans ma présentation, c'est que l'industrie souffre toujours d'un déficit d'image, alors qui s'est un petit peu amélioré du fait de la crise Covid, mais néanmoins, voilà, on va dire que depuis quelques années, voilà, l'industrie peine à montrer une image d'elle renouvelée, moderne, et qui correspond un peu plus, on va dire, aux évolutions de son temps. Mais voilà, en tout cas, avec ce projet Ozons, c'est en tout cas une des actions que je conduis pour faire la promotion de l'industrie et de l'ensemble de ces métiers. Alors, donc voilà, donc je dirige l'Observatoire des métiers. Alors l'Observatoire des métiers, je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer quels sont un petit peu l'objectif de cet outil qui opère au sein de la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Mais comme vous pouvez déjà un petit peu le pressentir avant que je vous passe la vidéo, c'est effectivement un outil qui permet de faire de la veille, qui permet de faire de la prospective pour vraiment essayer de capter tous les signaux faibles, toutes les grandes tendances qui vont venir impacter les métiers de l'ingénierie, particulièrement puisque nous formons des ingénieurs, et qui impacte aussi a fortiori l'ensemble de nos formations, puisque avant que les ingénieurs ne sortent, ils passent un long temps quand même chez nous à se former, et il est important de corréler et en tout cas de rendre complètement en adéquation le contenu le contenu des enseignements qui vont être dispensés à nos étudiants avec les besoins des industriels. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir avoir cet observatoire qui puisse un petit peu remonter l'ensemble des informations. Alors, bientôt sera en ligne un nouveau portail qui sera consacré donc à cet observatoire, avec toutes les informations qui seront relayées en temps réel. Vous avez d'ores et déjà un blog qui est disponible, la dernière newsletter accessible sur ce lien, et une présence sur différents réseaux sociaux pour pouvoir là aussi faire de la veille, donc notamment sur les 2 comptes Twitter plus sur mon compte LinkedIn. Eh bien, je partage en fait une veille d'informations sur différents secteurs, pas uniquement l'industrie, puisque les questions de management, d'organisation et d'autres secteurs sont aussi relayées. Alors, je vous passe la petite vidéo. Alors, deuxième clic. Voilà.
Face à l'accélération des évolutions des métiers et des compétences dues à la transformation digitale, l'IMT, avec son réseau d'écoles d'ingénieurs et de management, a engagé une réflexion autour des questions liées à la transformation des métiers et donc à l'évolution de ces formations. L'Observatoire des métiers et des compétences, outil d'analyse et de prospective qui existe depuis plusieurs années à l'IMT, fait peau neuve. C'est une vigie au service de la formation pour mieux piloter les mutations à venir dans tous les secteurs et mieux répondre aux enjeux majeurs d'aujourd'hui et de demain. Préoccupations écologiques, transformation digitale, évolution sociale et sociétale, place de l'humain dans un monde en évolution constante avec des risques de bouleversements cycliques plus fréquents. Les 3 grandes missions de l'Observatoire sont assurer une veille, par l'observation des tendances, détecter les métiers émergents sensibles ou en tension, analyser les évolutions des métiers et les besoins en termes de formation, tant sur la formation initiale que sur la formation professionnelle continue. Anticiper en détectant les signaux faibles sur la demande de compétences pour favoriser le changement et l'évolution de nos formations. Produire des études. Réaliser chaque année des baromètres conjoncture sur l'évolution des métiers dans le secteur du numérique et de l'industrie auprès des entreprises et une enquête insertion qui permet de pouvoir évaluer la situation professionnelle de nos alumni après leur diplomation. Créer des actions essentiellement centrées sur la connaissance des besoins en compétences des entreprises pour être en prise directe avec le terrain. Coordonner et piloter des études. Participer à des groupes de travail externes. Valoriser les travaux produits dans le cadre de sa participation active à des projets comme Osons l'industrie du futur. L'ensemble de cette production est ensuite mise à la disposition des enseignants-chercheurs, des directeurs de formation, de nos étudiants, mais aussi du grand public, des entreprises, des salariés, des jeunes et des acteurs institutionnels. Communiquer et partager. Publier chaque année des enquêtes sur des thématiques clés comme la formation en entreprise, quels défis à relever. Alimenter et éclairer les entreprises, les salariés des écosystèmes de nos écoles, sur les métiers, les pratiques et tendances en matière de recrutement et de mobilité, l'évolution des emplois et les besoins en compétences. Enfin, communiquer avec des outils dédiés. Ensemble, construisons les compétences et métiers d'avenir. Voilà, alors toute la production là qui a été un petit peu énumérée, vous la trouvez actuellement sur le site de l'IMT à la rubrique formation. Donc là, il y avait une étude sur la formation en entreprise. La dernière qui a été réalisée est parue en décembre dernier et elle porte sur l'impact de la crise Covid sur les entreprises du secteur industriel. Voilà, donc vous pouvez là aussi la télécharger si vous le souhaitez. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, donc à la demande de Karim, des défis de l'industrie pour vous présenter un petit peu quelle est la situation actuelle et le nouveau visage de l'industrie, vous faire aussi un petit point sur les secteurs donc qui sont, on va dire, un petit peu en ce moment à la pointe. On va dire le point commun de l'ensemble de ces secteurs, c'est que ce sont des secteurs sur lesquels l'innovation et la recherche sont vraiment on va dire là en pointe et qui sont effectivement aussi porteurs de nombreux emplois. Donc comme vos métiers de la maintenance sont des métiers dans lesquels, en tout cas qu'on peut exercer sur pas mal de secteurs, ça peut être également pour vous quelques pistes pour savoir, en tout cas par rapport à vos centres d'intérêt, si vous recherchez un secteur dans lequel vous pouvez exercer votre métier de la maintenance. Des métiers également, donc là je vous ferai aussi un bref panorama des tendances, des métiers qui sont en tension, mais aussi des métiers qui sont émergents dans plusieurs secteurs. Et enfin, je vous parlerai des compétences, parce que là, les compétences, au-delà des métiers, c'est les compétences qui sont requises, on va dire, dans l'ensemble des métiers. Or, bien évidemment, compétences techniques qui sont vraiment liées à l'exercice de certains métiers. Néanmoins, comme aujourd'hui on parle énormément des soft skills, donc les compétences comportementales, sont des compétences transverses que vous pouvez aussi avoir et qui sont de plus en plus recherchées. Donc voilà, donc on parle beaucoup et surtout depuis la crise Covid de reconquête industrielle. Alors pourquoi reconquête ? Simplement parce que depuis les années 70-75, la part de l'emploi industriel a fortement baissé en France, faute bien évidemment à une politique de délocalisation massive qui a eu cours durant ces années-là, puisque à l'époque
des gens très intelligents qui avaient fait de très très longues études avaient théorisé le fait que, eh bien, on pouvait se passer d'usines en France, merveilleux, on pollue plus, on ne salit plus, on serait qu'une société de services de plein pied dans la tertiarisation et on allait produire ailleurs et donc polluer ailleurs. Bon, malheureusement, quelques années après, on s'aperçoit que on a fait un peu fausse route et je pense que le Covid a mis un petit peu le doigt sur l'échec un petit peu de cette philosophie. Pourquoi ? Parce que quand on a constaté qu'effectivement que 80% de nos principes actifs relatifs aux médicaments étaient produits en Chine, eh ben, ça fait un petit peu mal quand on pense aux conséquences, parce que si on n'est plus capable en France de produire du Doliprane, donc Doliprane c'est quand même un médicament qu'on utilise tous régulièrement, eh bien ça pose aussi un problème quant à la souveraineté que nous avons sur des productions stratégiques. Alors je vous parle des principes actifs pour les médicaments, mais le cabinet PwC a listé il n'y a pas longtemps en fait tout ce qu'on appelle les produits pénuriques, donc les produits sur lesquels, enfin qui sont stratégiques et pour lesquels on devrait avoir une production au sein de notre territoire. Il y en a, je crois, 58. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Et donc, cette crise a effectivement rendu, on va dire, importante la question de la relocalisation et donc de la réindustrialisation. Alors, il faut attendre quand même 2011. 2011, c'est quoi? C'est la Hannover Messe en Allemagne. C'est la plus grande foire technologique au monde, qui se passe donc en Allemagne. Et à cette occasion, en 2011, les Allemands ont sorti le concept de l'industrie 4.0. Alors l'industrie 4.0, maintenant, vous en êtes tous plus ou moins familiers. Hein, c'est ce concept qui veut que on pense différemment l'organisation des moyens productifs des usines. C'est-à-dire qu'on pense à l'interconnexion, on pense à l'usine 4.0, qui est une usine connectée, moderne, numérique, et plus performante, intelligente et qui permet d'être beaucoup plus efficace. Donc ça, effectivement, c'est en 2011 que ce concept émerge. En 2012, un rapport effectivement a été produit. Donc c'est le pacte pour la compétitivité de l'industrie française, puisque en 2011 ça avait fait quand même un grand bruit et en France on s'est trouvé quelque peu démunis. Donc Louis Gallois à l'époque avait produit ce rapport et il avait effectivement pointé du doigt le fait qu'effectivement plus de 30 années de désindustrialisation avaient effectivement eu pour conséquence que notre parc productif était vétuste, ce qui expliquait aussi notre retard en termes de productivité, puisque à l'époque, en tout cas en 2012, quand il avait produit son étude, il s'avérait que la France avait quand même 5 fois moins de robots que l'Allemagne et aussi 3 fois moins de robots que l'Italie. Donc, parce qu'on sous-estime souvent l'Italie, on pense souvent à l'Allemagne, mais pas à l'Italie. Et en tout cas, le nord de l'Italie est quand même une région industrielle assez forte. Et voilà, et la France se trouvait quand même derrière ces deux pays, ce qui était un signal pour dire qu'il fallait quand même mettre un petit peu plus le paquet pour moderniser notre appareil productif. Il avait également pointé du doigt le fait que, eh bien, nos formations, qu'elles soient sur la formation initiale comme la formation continue, eh bien, nous n'étions plus suffisamment en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc là aussi, des changements devaient s'opérer pour que nous puissions plus matcher les besoins des industriels avec les profils qui sortaient des différentes écoles, universités, en tout cas de tous les opérateurs de formation, pour pouvoir là aussi monter beaucoup plus en gamme quant à la performance de nos entreprises. Alors en 2015 émerge le programme de la Nouvelle France industrielle avec pour la première fois un réel volontarisme politique de réinvestir la sphère industrielle. Donc ça s'est traduit par différents plans, dont le plan sur la robotique et le plan sur l'usine du futur. L'idée était effectivement d'encourager et d'accompagner surtout les PME et les TPE. Parce qu'effectivement, les grandes entreprises, on le sait, ont un volant d'action déjà financier et matériel beaucoup plus important. Et elles, dès 2011, avaient compris qu'il se passait quelque chose d'important et avaient tout de suite
embrayer sur des actions concrètes pour passer à une démarche Industrie 4.0, ce qui était malheureusement pas le cas des PME et des TPE. Et encore maintenant, en 2022, bon, on s'est amélioré, mais on est toujours sur l'accompagnement de ce segment d'entreprise qu'il faut vraiment faire monter en gamme. 2020, eh bien, en pleine crise Covid, eh bien, c'est un grand plan de relance qui a été mis en marche, donc avec 100 milliards d'euros à la clé, fléchés directement vers l'industrie. Donc ça s'est traduit par finalement un accompagnement et un soutien à l'ensemble des entreprises. Qui a permis de ne pas avoir la casse sociale dont chacun pouvait malheureusement, pas prédire, mais envisager en tout cas, et qui n'a pas eu lieu. Au contraire, on est sorti de cette crise Covid quand même dans l'euphorie, parce que certes, les entreprises ont accusé un petit peu le coup, mais l'élément différenciant par rapport à la crise de 2008, la crise des subprimes, c'est que en 2020, les entreprises ont choisi cette période de baisse d'activité pour investir au lieu de licencier. Donc, bien sûr, grâce aussi à l'accompagnement du plan de relance du gouvernement, mais du coup, ça leur a permis de se dire, n'attendons pas de se casser la figure, prévoyons une relance qui a eu lieu, puisqu'après il y a eu un boom en septembre dernier, et là les tensions sur le recrutement montrent qu'effectivement, donc ce plan a permis de pouvoir rebondir et de ne pas, en tout cas, accuser un autre retard par rapport à ce que nous avions déjà un petit peu cumulé. Donc l'idée est aussi finalement de capitaliser sur les nouvelles technologies avec ce concept d'industrie du futur. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'ils sont quand même des indicateurs assez marquants sur finalement l'importance de la part de l'industrie en France, parce que l'industrie communique pas forcément assez sur ces bons scores. Ils sont là quand même. Un chiffre important, il faut quand même savoir que dans l'industrie, eh bien, le niveau de rémunération est quand même 13% supérieur aux autres secteurs. Donc ça, c'est quand même un élément qui peut être un élément, on va dire, différenciant de choix. 12,5% des emplois industriels sont quand même dans l'industrie. Et on a amélioré quand même notre part d'intégration des robots. On est à 194 robots pour 10 000 salariés en 2020. Alors, il faut quand même savoir que le leader incontesté, c'est la Corée qui a plus de 971 robots pour 10 000 salariés. Bon, l'Allemagne caracole toujours en tête avec, je crois, plus de 570 robots. L'Italie en est à 374. Voilà, mais on rattrape tout doucement notre retard, ce qui est quand même plutôt un bon signe. Et nous sommes aussi le 5e exportateur mondial de produits de haute technologie. Donc ça, c'est plutôt un bon point. D'ailleurs, un chiffre récent a montré qu'en Europe, nous étions le 2e pays à avoir déposé le plus grand nombre de brevets, ce qui montre qu'en France, on a quand même une capacité sur le segment de la recherche qu'il nous faut toujours pousser et alimenter, parce que c'est vraiment notre force, parce que je vous le dirai un petit peu plus loin, mais j'en parle quand même un petit peu. La recherche, c'est quand même l'élément qui nous sera le plus, on va dire, profitable si on est vraiment dans une dynamique de réindustrialisation, parce que même au niveau européen, même tous ensemble, on ne sera jamais aussi fort que la Chine si on veut se mettre au niveau d'une production en volume. Par contre, si on veut se positionner sur une production haut de gamme et différenciante, c'est vraiment sur la recherche et l'innovation qu'on a réellement une carte à jouer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de pouvoir voir qu'on est le 2e pays européen à avoir déposé le plus de brevets. Donc encore une petite série de chiffres pour vous montrer simplement là aussi que l'industrie est un grand pourvoyeur d'emplois. Vous voyez, la part des emplois directs et la part des emplois indirects est quand même relativement importante. Et je vous parlais de recherche, on a quand même 25 milliards d'euros qui sont fléchés vers les dépenses en recherche et développement. Et il faut savoir aussi que 80% des contributions de l'industrie sont faites vers la R&D
privée en France, ce qui montre effectivement voilà, que c'est vraiment un autre atout de pouvoir aller et miser vers la recherche. Qu'est-ce que je voulais également vous donner comme chiffre important? Oui, simplement que 49% des industriels, ça c'était un chiffre qui était sorti juste au sortir de la crise en 2021. Donc 49% quand même des industriels évoquaient une accélération du timing de la transformation digitale suite à la crise Covid et étaient donc prêts aussi à accélérer eux-mêmes la part de l'investissement, notamment dans les projets d'intelligence artificielle, mais également dans l'intégration d'autres nouvelles technologies. Alors, pourquoi vous parlez de relocalisation et de réindustrialisation? Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, la crise Covid a mis en lumière le fait que on s'était largement appauvri simplement de savoir-faire aussi, parce que quand on parle d'usines, quand on parle de secteur industriel, il faut savoir que finalement le cœur de tout ça, c'est la détention de compétences, la détention de savoir-faire. Et quand on les a délocalisés, quelque part on les a perdus. Et ça, c'est une richesse en moins. Faut pas oublier que les compétences, on l'oublie, mais ça fait aussi partie du patrimoine immatériel d'une entreprise. Et en France, on a un petit peu moins quand même cette culture que nos camarades allemands ou suisses, qui systématiquement, quand un salarié s'en va, enclenche une période de transmission. Aucun salarié ne s'en va sans qu'il laisse une trace de ses savoir-faire. Et parce qu'ils ont conscience de l'importance de ce bagage qui va partir et qui va appauvrir de facto l'entreprise et les autres salariés. Donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement dont on devrait un petit peu plus s'inspirer, surtout si on est dans une dynamique de réindustrialisation et de relocalisation, c'est aussi de rapatrier un petit peu tous ces savoir-faire. Alors, la crise Covid a accentué un petit peu cette dynamique de relocalisation, évidemment, et de réindustrialisation. Alors, quand on parle de réindustrialisation, ça veut aussi dire de reterritorialisation. Parce qu'il y a en France des bassins, on va dire, historiques d'industrialisation. L'Alsace en est typiquement un. On a traditionnellement eu pas mal d'industries sur plusieurs filières très fortes, mais même celle qui nous caractérisait pendant longtemps, qui était la filière textile, est aussi partie. Et maintenant, elle renaît quand même par la force et la conviction et l'engagement de certains chefs d'entreprise, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais certains territoires n'avaient pas cette historicité en termes d'industrialisation. Et ces deux programmes, donc le programme territoire d'industrie et manufacture de proximité, a aussi comme intérêt de pouvoir réduire ce qu'on appelle la fracture territoriale, puisque c'est-à-dire qu'on va réinjecter aussi et on va repositionner sur certains territoires des industries. Pourquoi? Parce que c'est générateur d'emplois et ça permet aussi de remettre à niveau l'ensemble du territoire, ne serait-ce que pour l'accès au réseau. Là, par exemple, il y a eu dans un classement qui a été produit il y a quelques jours, on voit que, par exemple, en Auvergne, quand on pense Auvergne, on se dit c'est des montagnes, le réseau ça passe pas, ça doit être un petit peu la zone en termes de fluidité et d'accessibilité au réseau. Eh bien, en fait, pas du tout. La ville là qui a le meilleur accès Wi-Fi en France, c'est Clermont-Ferrand. Voilà. Et pourquoi? Parce que ce bassin territorial, ça fait longtemps qu'ils ont misé sur l'attractivité, notamment des startups, et ils ont déployé à travers un écosystème tout un réseau technique, technologique, d'opérateurs de formation et d'entreprises pour pouvoir être vraiment à niveau et attirer pas mal d'entreprises. Donc voilà, donc pour vous dire que ces deux programmes vers qui sont fléchés quand même pas mal de fonds, réunissent tous les acteurs finalement clés pour que ça puisse réussir. Je vous parlais effectivement des entreprises, mais il y a aussi leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Vous avez tous les opérateurs de formation, tous les niveaux, donc ça va des établissements scolaires jusqu'aux universités, écoles d'ingénieurs. Vous avez aussi des labos de recherche, puisque en général les écoles comme les universités sont aussi adossées à des labos de recherche, parce qu'il faut aussi
pouvoir être concret. Et d'ailleurs, maintenant, beaucoup d'entreprises s'appuient aussi sur des labos de recherche pour simplement mettre en pratique des solutions. Donc voilà. Et les collectivités territoriales qui sont aussi des grands partenaires donc dans cette dynamique de territorialisation d'usines et d'emploi de nouveau sur l'industrie. Donc voilà, donc ça c'est également des programmes là qui existent et qui sont en tout cas qui sont pourvoyeurs de nombreux emplois. Il y a déjà des études notamment sur le programme Territoire d'industrie qui a montré qu'effectivement voilà, il y a plus de 27 250 créations d'emplois. Donc ça marche pour peu qu'effectivement le volontarisme se traduit aussi par des actions concrètes. Alors, je vous parlais de l'industrie du futur, puisque maintenant, c'est quand même un concept qui est quand même largement bien, on va dire, qui est largement bien compris et qui est largement bien, en tout cas, imprégné dans toutes les entreprises et même, je pense, maintenant dans le grand public. Alors, en France, on n'a pas retenu forcément l'appellation Industrie 4.0 qui est celle des Allemands. Nous, c'est plutôt industrie du futur. Bon, ça, c'est notre patte un peu française. Hein. On veut un petit peu se démarquer, un petit peu, voilà, montrer qu'on va également vers les nouvelles technologies, mais on va dire la particularité de l'industrie du futur, en tout cas telle qu'elle est portée sous cette terminologie-là, c'est aussi le fait de pouvoir remettre l'humain au cœur de tout. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, en France, on se dit les Allemands, c'est la technologie à fond. Nous, les Français, c'est la technologie à fond, mais centré autour de l'humain, c'est-à-dire que l'un ne doit pas exclure l'autre, les deux doivent être en interaction complète et constante. Donc, c'est sur cette thématique de l'industrie du futur que repose en tout cas une grande partie de cette réindustrialisation. Pourquoi ? Parce qu'elle vise à moderniser notre appareil productif pour développer des modèles économiques plus performants. C'est aussi donc accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation digitale à travers des nouvelles filières. Alors déjà, c'est par l'existence d'un guichet industrie du futur, puisque je vous parlais de l'accompagnement des PME et des TPE. Alors, des solutions existaient, mais quand vous êtes une petite PME au fin fond de la campagne, vous vous dites, c'est qui mon interlocuteur quand je suis prêt pour amorcer finalement un passage, en tout cas une démarche industrie 4.0. Bon, c'était pas forcément évident. Maintenant, il y a un guichet industrie du futur, un guichet unique avec un fléchage et un accompagnement, et notamment la BPI, la banque qui s'occupe effectivement d'accompagner largement ces projets industriels. Eh bien, dans une démarche 4.0, eh bien, elle accompagne toutes ces petites entreprises à faire ce passage à l'échelle. Vous avez une nouvelle filière aussi, qui est la filière Solutions Industrie du Futur, qui existe depuis avril 2021, qui est portée par l'Alliance Industrie du Futur et qui permet, là aussi, d'aider les PME, les TPE, avec des solutions un peu prêtes à l'emploi pour, là aussi, les aider à réussir ce passage à l'échelle. Et c'est aussi, quelque part, repenser l'ensemble des stratégies de développement en misant, comme je vous l'ai dit déjà, sur l'innovation grâce aux nouvelles technologies. Alors, pour que ces projets de réindustrialisation puissent être efficaces, il y a plusieurs leviers à actionner, parce que c'est pas tout d'être volontaire et de dire qu'on va se lancer dans la réindustrialisation. La réindustrialisation, c'est d'abord les chefs d'entreprise qui vont la faire, et pour ça, il faut aussi qu'on puisse les armer pour qu'ils aient envie aussi de s'approprier ce volontarisme-là et se lancer dans de tels projets. Donc faire émerger des innovations de rupture. Alors les innovations de rupture, c'est pas celles qui reposent sur la performance technologique, hein, c'est celles qui vont être capables de changer aussi les comportements de consommation des utilisateurs. Hein, je pense typiquement à la carte à puce, par exemple. C'est aussi mettre en œuvre une politique donc d'innovation qui réponde aux grands défis sociaux. Alors les grands défis, on a la transition écologique, la transition énergétique,
qui sont quand même à l'heure actuelle des enjeux vraiment de très très grande importance. Donc là-dessus, je pense que tout le monde commence maintenant un petit peu à les avoir intégrés et à réfléchir à ça. L'accompagnement effectivement des PME. Alors quand je parlais de passage à l'échelle, c'est aussi parce qu'en France finalement il nous manque le segment sur lequel on n'est pas très bon, c'est le segment des ETI. Hein, on le voit pour les Allemands et pour le nord de l'Italie. En Allemagne, ils ont simplement le Mittelstand, c'est-à-dire ce réseau d'entreprises familiales, dynamiques, innovantes, exportatrices, sur lequel vraiment repose la force de l'Allemagne. Nous, on a les entreprises du CAC 40 ou un vaste réseau de PME, c'est presque d'ailleurs même 90% finalement de notre réseau entrepreneurial. Et c'est vrai qu'en France, ce dynamisme qui nous manque repose quand même sur ces ETI. Et donc, accompagner les PME, c'est aussi les accompagner à ce passage à l'échelle, donc à devenir des ETI. C'est aussi revaloriser les métiers industriels, donc évidemment avec les salaires qui vont avec. Et là, c'est un grand travail des organisations professionnelles, des partenaires sociaux, parce que pour rendre l'industrie attractive, il y a une vraie réflexion à faire sur les métiers. On échangeait souvent avec Karim sur les métiers de la maintenance. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, vraiment de vulgarisation, d'information, même plus que de la sensibilisation, pour faire en sorte que les jeunes, comme vous, je vous poserai peut-être la question tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, tous, chacun, chacune? Il y a peu encore de chacune, mais j'en vois quand même, donc bravo aux filles présentes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers ces métiers? Et c'est vraiment sur ces motivations qu'il faut travailler pour pouvoir séduire les jeunes, mais aussi leurs parents, parce qu'il ne faut pas oublier que les parents sont quand même des grands prescripteurs, et donc forcément, il y a un travail à faire là-dessus. Mais on ne peut pas le faire tout seul. Nous, à l'IMT, on travaille beaucoup sur l'ensemble des métiers de l'industrie, mais je pense qu'il faut s'y mettre tous, organisations professionnelles aussi, pour vraiment porter l'image, une nouvelle image peut-être de ces métiers. Investir plus massivement dans la formation, oui, ça c'est aussi une des résultantes de cette crise Covid, puisque quand tout le monde était confiné chez soi, là aussi le gouvernement a dopé un petit peu tout ce qui était formation, c'est-à-dire que le temps où vous étiez en télétravail et que le temps passait à rien faire, autant le capitaliser vers de la formation. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il faut qu'on s'inscrive finalement dans un continuum entre la formation initiale et la formation continue. Avant, votre diplôme, il disait j'ai un BTS, j'ai un DUT ou maintenant un BUT ou un diplôme d'ingénieur dans telle discipline et c'est bon, je continue avec ça pendant toute ma carrière. Alors c'est totalement faux. C'était vrai à une époque. À présent, c'est totalement faux. On est à l'heure de l'obsolescence des compétences. Une étude de l'OCDE a quand même montré que, en 87, une compétence technique, donc un savoir-faire, avait une durée de vie de 30 ans. En 2019, elle n'est plus que de 2 ans. Donc, ça laisse penser qu'effectivement, on est vraiment dans une accélération des changements et que on ne peut plus se dire que le diplôme que vous avez eu l'année dernière ou que vous aurez cette année, elle va vous laisser tranquille pendant quelques années et vous pourrez capitaliser sur vos compétences tranquillement. Malheureusement, non. C'est-à-dire que maintenant, vous devez vous inscrire dans un continuum, c'est-à-dire que il n'y a plus la formation initiale et la formation continue. Vous êtes en formation tout au long de votre vie. Et je crois que c'était toi, Jean-Yves, qui parlait de la formation comme finalement, l'auto-formation, pardon. Oui, l'auto-formation. Nous sommes et nous serons de plus en plus en auto-formation permanente. C'est-à-dire que soi-même, il faut qu'on porte un regard critique sur le portefeuille de compétences qu'on a et qu'on puisse savoir en fonction du poste qu'on a et des activités qu'on a, si on est à jour et si on ne l'est pas, se dire quels sont les outils de formation que je mobilise pour me remettre chaque fois à niveau. Donc, d'où effectivement le fait d'investir. Et je pense que les entreprises ont très bien compris
l'importance de la formation parce qu'elles-mêmes voient que les métiers dont elles ont des problèmes quant à leur recrutement, eh bien, on l'a vu notamment avec la loi LCAP, la loi pour le choix de son avenir professionnel du 5 septembre 2018, qui a permis aux entreprises de créer leur propre CFA. Donc maintenant, ce n'est plus à la main des régions, mais c'est directement à la main des entreprises. Eh bien, elles forment par rapport à leurs besoins précis. Parce que si les autres opérateurs de formation ne sont plus en mesure de produire les profils attendus, eh bien, c'est elles-mêmes qui forment au fur et à mesure de leurs besoins. Donc, voilà sur ce petit passage sur la formation. Construire une dynamique européenne, évidemment, parce qu'à l'échelle nationale, on peut effectivement relancer une dynamique, mais si on n'est pas dans une dimension un petit peu plus large, eh bien, on restera quelque part dans de petites échelles. Et à l'échelle européenne, on peut quand même viser en tout cas, à être des concurrents entre la Chine et les États-Unis. L'international, évidemment, c'est-à-dire que nos entreprises, il faut les aider à aller vers l'export, particulièrement les PME, et notamment avec le volontariat international en entreprise. Je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais ça permet à un étudiant de pouvoir, quand il va travailler dans une PME, de pouvoir être envoyé par cette PME à l'étranger et d'être un relais pour cette PME pour tout le volet export. Donc c'est aussi une expérience à l'international qui peut être tout à fait enrichissante pour vous également. Alors, la question de l'attractivité des secteurs industriels et de ces métiers. Alors, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail de chacun des secteurs, mais je voulais quand même vous montrer voilà, un panel. C'est pas l'ensemble des panels, c'est pas une liste exhaustive. En tout cas, ce sont les secteurs sur lesquels il y a le plus d'innovation en ce moment. En tout cas, il y a beaucoup de start-up qui se créent dans l'ensemble de ces secteurs, avec une recherche complètement incroyable parfois sur des innovations technologiques. Alors évidemment, les nouvelles mobilités, alors si on est sensible à toutes les questions d'environnement, eh bien les nouvelles mobilités, c'est tout ce qui est vélo, trottinette, overboard, voiture autonome aussi, mais d'autres solutions aussi, puisqu'il y a tout ce qui est autopartage, covoiturage, enfin bref, vous avez plein de solutions qui ont le vent en poupe. L'intelligence artificielle, bon, on en a parlé largement ce matin, mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie maintenant qui est complètement mature et associée à d'autres technologies, eh bien, elle permet de pouvoir vraiment avoir accès à des masses considérables de données qui, elles-mêmes, en étant triées, traitées, analysées, permet de pouvoir être une aide à la décision complètement efficace. Et on retrouve l'intelligence artificielle dans plein de secteurs actuellement. Franchement, il n'y a aucun secteur qui peut se priver des bénéfices et de l'apport de l'intelligence artificielle. La cybersécurité, là aussi, Jean-Yves t'en a parlé. Alors là, effectivement, la période du Covid qui a fait que le nombre de télétravailleurs a explosé. Et en télétravail, on n'est pas comme dans son entreprise. On a une surface de contact pour être hacké qui est quand même beaucoup plus grande que quand vous êtes dans les locaux de votre entreprise. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on était quand même bien fragile et que il fallait avoir une réflexion quand même en profondeur sur les bons gestes, en tout cas à avoir pour protéger aussi le niveau de connaissance et de savoir qu'on avait et qu'on se rend pas compte quand on est derrière notre ordinateur, mais qu'on était vulnérable et qu'on exposait aussi notre entreprise à ces risques-là. Évidemment, les énergies renouvelables, c'est celles qui permettent de pouvoir se débarrasser de plus en plus des énergies fossiles. Donc on a tous en tête l'éolien, l'hydroélectrique, la biomasse, enfin bref, voilà tout ce qui compte particulièrement dans le contexte actuel, puisque comme nous sommes en train de vivre dans une ère de permacrise, de crise permanente, avec la crise ukrainienne, on a bien vu qu'effectivement la crise énergétique, là aussi, allait mettre en avant et peut-être accélérer finalement le fait de pouvoir se débarrasser peut-être plus vite de ces énergies fossiles, encore qu'on ne peut pas aller plus vite que le temps parce qu'il faut pouvoir avoir les moyens d'investir et de remplacer certaines énergies polluantes.
Le nucléaire, alors le nucléaire aussi, à la faveur de cette crise ukrainienne, retrouve un petit peu les ferveurs du grand public, d'autant que c'est aussi un secteur qui connaît actuellement un regain d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques. Vous avez peut-être entendu parler des SMR. Ce sont des mini-réacteurs modulables qui sont une technologie plus simple à déployer. Et vous avez même les XSMR, ce sont des mini, encore des plus petits, réacteurs qui ont la taille d'un conteneur, qui peuvent être mobilisés du coup sur l'ensemble des territoires, donc au plus près des utilisateurs. Et il y a même une société, une start-up, qui va pouvoir mettre en application aux échéances de 2030 ce XSMR, qui a la particularité, en fait, d'utiliser les déchets de nos grandes centrales nucléaires. Ce qui voudrait dire qu'on rentre dans un cycle, finalement, d'économie circulaire, beaucoup plus vertueux. Et du coup, toute la problématique des déchets nucléaires trouverait peut-être, là aussi, moyen d'être réemployés. Voilà, donc, pour vous dire qu'effectivement, il y a des choses qui se passent dans certains secteurs qui sont complètement intéressantes, innovantes, et bon aussi, pour la planète. L'aéronautique et le spatial. Alors l'aéronautique, durant la crise Covid, effectivement, a été quand même le secteur le plus impacté, puisque quand vous clouez au sol, tous les avions dans le monde entier pendant des semaines et des mois, ça a un impact quand même. Mais en tout cas, au sortir de la crise, les grands acteurs de ce secteur que sont Thales, Airbus et Safran ont annoncé des dizaines de milliers d'emplois parce que la production d'avions recommence, mais pas que. Ils sont aussi sur des grands projets comme les taxis volants. Vous avez aussi d'autres grands projets, et notamment vous allez avoir un gros centre de recherche à Mérignac qui va se mettre sur pied, avec là aussi un pôle recherche absolument extraordinaire. Donc voilà, donc l'aéronautique recrute à nouveau. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors le spatial, c'est le tourisme spatial. Alors c'est pas très écologique, j'en parle pas beaucoup, mais néanmoins, ça relance quand même là aussi, finalement, des technologies qu'on avait laissées un petit peu en sommeil. Donc d'où le projet de repartir sur la Lune et de continuer les projets pour aller sur Mars. Donc ça, c'est encore toujours en cours. Donc voilà, il se passe aussi des choses sur ce plan-là. La santé, parce que vous avez un grand plan santé qui a été lancé avec la Health Tech et pas mal de start-up là aussi qui misent sur les nouvelles technologies pour avancer. Faut que j'avance, absolument. Je suis trop bavarde sur l'industrie, moi. Bon, bref, le textile aussi, vieille filière industrielle, mais qui revient aussi sur le devant de la scène parce que là aussi, les nouvelles technologies permettent d'avoir des textiles intelligents, de miser aussi sur tout ce qui est en fait fibre intelligente, et puis aussi le lin qui est une fibre 7 fois moins polluante que le coton, et donc là aussi, on s'engage dans des parcours beaucoup plus vertueux sur la transition. Bon, du coup, je vous passe toutes ces slides parce que je vous les ai fait en live un petit peu comme ça, vite fait. Voilà. Alors, voilà, c'est un petit panorama, c'est pas tous les métiers. Je vous ai juste dressé un petit panorama finalement des métiers en tension dans l'industrie. Donc, bien évidemment, ces métiers reposent sur quelques technologies clés. Donc vous avez les développeurs en IoT, donc tout ce qui est objet connecté, évidemment. Vous avez les ingénieurs en réalité virtuelle et réalité augmentée, puisque ce sont maintenant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, vous la trouvez dans pas mal de secteurs. On la trouve dans la maintenance aussi, avec techniciens de maintenance qui ont leur casque de réalité virtuelle. On trouve ça dans la santé, on trouve ça dans l'information. Donc les besoins vont devenir de plus en plus grands dans pas mal de secteurs. La cobotique qui est donc la robotique collaborative. Donc là aussi, où là les ingénieurs sont invités à être au plus près des utilisateurs et à pouvoir réfléchir sur des cobots qui puissent se caler complètement sur les gestes et le travail de l'humain. Les ingénieurs en fabrication additive, les techniciens industrie de process, les régleurs, les conducteurs de ligne et évidemment
les métiers de la maintenance qui sont toujours cruellement en tension et pour lesquels on ne voit pas beaucoup de perspectives, ne serait-ce que sur l'aspect formation, en tout cas en termes de volume, pour venir, on va dire, vraiment fournir le nombre de profils nécessaires. Alors, les métiers émergents. Les métiers émergents, ce sont les métiers qui ont un potentiel de croissance important à une échéance très très courte. Donc voilà, vous avez l'ingénieur en simulation numérique, les ingénieurs en intelligence artificielle, évidemment des métiers sur la cyber, sur l'éco-conception, un métier tout nouveau qui est l'éco-toxicologue. Alors là aussi c'est un ingénieur qui est amené à travailler sur la toxicité des produits de certaines industries comme la chimie, la cosmétique, la pharmacie, etc. Vous avez les consultants PLM, les ingénieurs en efficacité énergétique, donc ça c'est particulièrement pour le bâtiment, et vous avez les experts en numérisation des systèmes et processus industriels, de production industrielle. Alors, concernant les compétences, alors c'est pas une liste exhaustive, bien évidemment j'ai fléché les compétences vers lesquelles les nouvelles technologies dont je vous ai parlé portent. Donc évidemment vous avez la robotique, la cobotique, l'automatisme, la mécatronique, je vous passe un petit peu tout. Retenez toujours que les langues étrangères restent toujours, d'ailleurs on parle même plus maintenant d'une langue étrangère, on va même vers la possession de deux langues étrangères, dont l'anglais, qui est la langue étrangère incontournable. Alors, concernant les compétences socio-émotionnelles, alors je ne sais pas si dans vos enseignements, eh bien, vous en avez. En tout cas, sachez que de plus en plus, les recruteurs, eh bien, misent d'abord, même dans votre métier technique, ils misent d'abord sur ce type de compétences parce qu'ils estiment que sur les compétences techniques, ils pourront toujours vous former. Par contre, maîtriser ce type de compétences, eh bien, ça, c'est la clé. Alors, pour quand même vous les définir dans les grandes lignes, ce sont des compétences personnelles que vous avez pu acquérir lors de, on va dire, vos expériences personnelles, d'engagement associatif, sport ou autre, et qui vous ont amené à avoir ce type de compétences qui sont ensuite utiles dans un contexte professionnel. Quand on parle d'être agile, créatif, savoir écouter, savoir communiquer, pouvoir aussi avoir une intelligence relationnelle, tout ça, par exemple, le sport ou vos expériences associatives vous permettent de les acquérir, et c'est ce que les entreprises recherchent de plus en plus. Donc, si vous les avez pas, alors on vous dit pas de les avoir toutes, mais en tout cas, si voilà, pensez en tout cas à les travailler, parce que dans un recrutement, c'est de plus en plus important. Et l'auto-formation, ça on vous le dira jamais assez aussi. Alors, j'en ai fini. Par contre, je vous laisse encore juste quelques petits liens intéressants si vous voulez en savoir plus sur l'industrie. Je pilote également le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez là tout le niveau de détail nécessaire sur les métiers de l'industrie, sur cinq grandes fonctions de l'industrie. Vous avez la recherche et la conception, vous avez la production, vous avez la supply chain, vous avez la maintenance, évidemment, le big data et le management. N'oubliez pas que sur l'APEC, bien, vous avez toutes les informations concernant les métiers, les voies d'accès, plus les salaires, plus des conseils si vous avez besoin de faire des lettres de motivation ou bien savoir simplement vous savoir comment être et se présenter lors d'un entretien de recrutement. Eh bien, vous avez tous ces conseils gratuits que propose l'APEC particulièrement, et d'autres liens que voilà. Et si vous souhaitez accéder à la production de l'Observatoire des métiers, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur ces différents liens. Ce QR code vous aide à accéder à un premier recensement de toutes les formations qui sont pointées industrie du futur. Et vous avez aussi sur ce QR code l'ensemble de nos 28 formations par apprentissage, parce que sachez qu'à l'IMT, eh bien, on forme de plus en plus nos ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Et donc, ces 28 formations qui sont sur l'ensemble de notre réseau d'écoles, eh bien, elles sont aussi sur 10 domaines, 10 domaines, 10 secteurs sur lesquels vous pouvez aussi vous positionner.
Et puis, il faut que je finisse. Donc, je vais finir. Et j'ai fini. Voilà. Bon. Merci pour votre attention. Alors, j'ai oublié de le dire en début ce matin, et donc je le dis maintenant. Évidemment, toutes les présentations seront disponibles en PDF une fois que les vidéos seront montées. Donc, sur le site, il y aura le lien vers la vidéo et juste en dessous, la possibilité de télécharger le PDF des présentations. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Des questions, des commentaires? Bon, c'est pas facile de finir, hein, parce que là, je pense que voilà, c'était pas facile de commencer pour les premiers, c'est pas facile de finir non plus. Mais par contre, voilà. le message à retenir, hein, c'est la maintenance, c'est un secteur en tension. Alors, c'est bien pour vous, mais c'est pas bien d'être dans cette situation. C'est pas une situation qui peut durer. Non. Et donc, ça fait, je commence à avoir des kilomètres, hein, des années que je me bagarre pour que on change les images des métiers de la maintenance, qu'on fasse des campagnes de communication. Il n'y a jamais personne. Par contre, pour pleurer, alors là, il y a tout le monde. Hein. Ah, mais on n'arrive pas à recruter. Comment ça se fait? Il y a même des endroits géographiques où on ferme des sections de BTS maintenance, faute de candidats. Alors que de l'autre côté, on dit c'est un métier en tension, on n'arrive pas à recruter. Monsieur Schmitt. Voilà. Donc, alors, moi, en tout cas, vous avez bien choisi. Oui, tout à fait. Et j'ai fait un live pour le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Tu étais peut-être pas là le 16 mars dernier. J'étais chez Schmitt Group, donc à Célestat, notamment avec des personnes que tu connais, Patrick, absolument, mais aussi donc Yannick Ballan, qui est le maître d'apprentissage de chez Schmitt Group et qui a une formation aussi de maintenancier et qui vraiment met beaucoup l'accent sur les métiers de la maintenance. Donc c'était dommage que tu n'étais pas là parce que tu aurais apprécié. On a fait une petite, en replay, le replay est accessible. En tout cas, on a essayé de parler et de mettre un petit peu en avant justement certains des métiers de la maintenance, parce que c'est vrai qu'on communique pas assez dessus et c'est bien dommage. Par contre, moi, j'ai une question à l'auditoire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je voudrais bien que quelques-uns d'entre vous, vous me disiez pourquoi vous avez choisi, qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours, vous vous êtes dit à un moment, je m'engage dans un métier de la maintenance. Alors, qui veut prendre la parole et me répondre? Parce que moi, je suis curieuse de ça. Oui. Alors, vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Pour ma part, c'était du fait de la transversalité des actions qu'on peut être amené à mener, qui m'a passionné, puisqu'on ne fait jamais la même chose en maintenance. Absolument. Et c'est quelque chose de passionnant. Il y a énormément à découvrir. Moi, c'est très stimulant pour moi. Ouais. Alors, je crois qu'il ne reste qu'une jeune fille. Alors, je suis désolée, ça va être vous. Je suis désolée, voilà. Mais comme... Ah, il y en a deux, pardon, je ne vous avais pas vu. Voilà. Ah, désolé. Ouais. Merci pour la présentation. Personnellement, j'ai choisi la maintenance parce que j'ai déjà eu une première expérience dans le milieu de l'industrie. Après, j'ai pu discuter avec une personne qui était anciennement responsable maintenance. Il m'a parlé du métier, des débouchés qu'il pouvait y avoir. Et ça m'a intéressé, j'ai foncé dedans. Quoi. Et vous n'êtes pas déçu de votre formation? Pour l'instant, non. Bon. Ça va. Il n'a pas intérêt à dire le contraire. Alors, on a deux jeunes filles, alors moi, parce que moi, la thématique du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, cette année, c'est la féminisation des métiers de l'industrie. Donc moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi une jeune fille a choisi de s'orienter vers la maintenance. Donc, bonjour à tous, moi c'est Brenda. Et j'ai choisi la maintenance suite à une réorientation professionnelle. Donc auparavant, j'étais prothésiste dentaire. Donc c'était un métier manuel, mais qui n'avait rien à voir avec l'électronique et la mécanique. Et suite à un stage que j'ai réalisé en entreprise dans une industrie automobile, j'ai décidé de changer de voie et du coup de me réorienter. Et ça vous plaît ? Très bien. Après, l'avantage, c'est on part sur une voie dans la maintenance, mais par la suite, c'est tellement divers et ouvert que, par exemple, je le vois maintenant, je suis chez Michelin à Karlsruhe. Donc c'est dans la fabrication et la confection de pneumatiques. Et je suis partie au départ pour faire de la maintenance pure. Donc j'étais pendant 2 ans en maintenance où j'ai fait de l'amélioration et des projets d'amélioration sur des systèmes. Et maintenant, je me dirige plutôt vers le secteur de la qualité. D'accord. Donc cette année, je suis en métrologie. Et par la suite, du coup, c'est l'objectif d'aller vers la qualité. Donc c'est ouvert, on peut... Très bien. Et vous ne vous sentez pas seule en tant que fille dans cet univers masculin ?
Alors, en maintenance, chez Michelin, il faut avouer qu'on est peut-être 2 filles sur tout le site en maintenance. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Il faut savoir s'imposer. C'est ça forge le caractère. C'est ça, il faut savoir s'imposer, leur montrer qu'on en est capable, même Ouais. si au départ, on ne nous donne pas forcément les tâches à faire parce qu'eux, ils n'osent pas. C'est sûr. Et une fois qu'on a fait nos preuves, après, il n'y a pas de souci. Enfin, D'accord. Absolument. Pas de Par problème. contre, des changements de procédure, quand c'est mené par des femmes, Oui. bah, les hommes s'écrasent. Hein. Ils disent, oui, bon, allez, on va quand même pas aller contre. Par contre, si c'est un garçon, oh là là, ça fait 30 ans qu'on fait autrement, qu'est-ce que tu viens nous embêter? On n'osera pas le dire à une femme. Donc finalement, les femmes sont source C'est un atout. Oui, donc Absolument. elles contribuent finalement au Ah, changement. si je suis manager, Bon. que je dois mener des actions d'amélioration continue, je prendrai une femme, c'est sûr. Donc, il faut inviter les Ça passe entreprises à beaucoup recruter plus. des femmes maintenancières. Comme ça, elles iront plus vite vers l'adoption de changements. Alors, en plus, Voilà. dans notre formation, il n'y a pas que la maintenance, c'est du génie industriel et la maintenance. Et c'est ce qui donne cette capacité à aller, et on retrouve des anciens génies industriels et maintenance dans des services autres que maintenance. Et c'est pas du tout étonnant, parce que le génie industriel, voilà, c'est l'optimisation des performances globales de l'entreprise. Bravo. Parce que peu de gens sont capables de vous dire quelle est la définition du génie industriel, même du génie. C'est quoi le génie? Ben, génie, c'est l'art de l'ingénieur, tout simplement. C'est Mais vrai. on ne peut pas dire ingénierie parce que c'est ingénieur. C'est vrai. Merci beaucoup, Martine, Merci en à tout cas, tous. pour tous ces chiffres très intéressants.